En fait, là, on va passer directement à la chronique de Moumi Traoré, donc tout santé. Et Moumi, donc aujourd'hui, sur ta chronique, tu vas nous parler des hypertension artérielle. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, franchement, ignorant que je suis, je ne sais pas du tout c'est quoi. Alors, tu vas devoir nous expliquer tout ça en détail, parce que je pense que c'est une maladie. Bon, on a rigolé un peu et tout, mais c'est une maladie tellement sérieuse et qui concerne énormément de personnes, et femmes, hommes. Donc, voilà, et sincèrement, je pense qu'on doit avoir plus d'informations sur cette maladie-là. Donc, Moumi, du coup... Tu vas nous expliquer, parce que moi, du coup, j'ai quelques questions, et vous aussi qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire ce que vous avez comme question par rapport à l'hypertension artérielle. Mais tout d'abord, Moumi, c'est quoi l'hypertension artérielle? Donc en fait, avant de vous expliquer ce que c'est l'hypertension artérielle, je vais vous expliquer ce que c'est la pression artérielle. Donc la pression artérielle, en fait, c'est la pression qu'il y a dans vos artères, la pression quand le sang il passe dans toutes les artères. Et on sait que dans notre corps, il y a énormément d'artères, et c'est comme ça qu'on peut se mouvoir, qu'on peut échanger, qu'on peut faire plein de choses. Donc, voilà, la pression artérielle, c'est vraiment au niveau des parois. Donc en fait, quand on vous met ce brassard-là, quand vous allez chez le médecin généraliste, il vous met le brassard. Je vais essayer avec Adam Asek. Et Moumi, il faut rappeler que voilà, elle est dans le domaine médical aussi. Médical. Donc voilà. On vous met le brassard, et normalement le médecin il a son stéthoscope, donc on va pas faire la démarche parce que ça va être un peu long. Et en fait cette pression-là, il va la calculer pour voir un peu si jamais vos chiffres. Bon, en général, on va en dessous de 14,8, mais ça c'est en millimètres de centimètres de mercure. Et oui, en millimètres de mercure, c'est en dessous de 140 millimètres de mercure à 190. Voilà ce qu'il faut avoir. Et en fait, quand on a l'hypertension artérielle, elle va au-dessus. Et en fait, il y a des conséquences vraiment dramatiques. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la pression va être énorme au niveau des vaisseaux. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné où ça va être bouché dans une artère, et quand ça va être bouché de l'autre côté, par exemple c'est bouché au niveau de cette artère-là, de l'autre côté, il n'y aura pas d'irrigation. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir un accident, un AVC comme on dit, un accident cardiovasculaire, vous pouvez avoir une crise cardiaque, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des reins. Mais voilà. Du coup, Moumi, excuse-moi, mais tu me parles de crise cardiaque, d'AVC et tout, etc. Et donc, y a-t-il une fait à cause de l'hypertension artérielle et l'âge, en fait? C'est-à-dire, parce que quand tu me parles de crise cardiaque et de AVC, moi j'ai tendance à croire qu'il faut être d'un certain âge pour avoir des... Voilà. Ouais. En fait, l'hypertension artérielle, les chiffres, en fait, on a à 50% quand on est âgé à peu près de 40 ans. Et quand on arrive à l'âge de 65 ans, il y a quand même 80% de la population française qui l'ont. Donc c'est une maladie en fait silencieuse, c'est très silencieux. C'est quand vous allez voir la première crise cardiaque, quand vous allez voir que vous ne vous sentez pas bien, que vous allez ici, quand vous allez chez le médecin, il va vous dire vous êtes hypertendu. Et maintenant, il faut vous prendre en charge. Et ce qu'il faudrait faire, c'est toute la prévention qui est en amont. Voilà. Donc, ma question, je reviens. Donc, on peut avoir de l'hypertension, même si on a... En général, c'est à partir de l'âge de 40 ans qu'on voit les premiers signes. Donc, en fait, il faudrait vraiment se préserver avant 40 ans. Avant 40 ans. Avant 40 ans. Et... En tout cas. Et c'est quoi la pression? Du coup, je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure, tu as déjà un peu répondu. Tu as parlé de pression. Et c'est quoi la pression artérielle? Comment ça arrive? La pression artérielle, en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est la pression qu'on a à travers les artères. Et en fait, si jamais on veut bien expliquer la pression artérielle, c'est au niveau du cœur. Parce que le cœur, en fait, c'est une pompe.
ça va pomper le sang dans tout votre organisme. Et la pression artérielle, quand on a les deux chiffres, 140 à 80 mm de mercure, le premier chiffre, quand le médecin vous met le brassard, il entend une fois un bruit, et il entend une seconde fois un deuxième bruit. Le premier bruit, c'est l'équivalent à quand le cœur, je ne sais pas si on le voit dans le flyer, quand le cœur, en fait, il est rempli de sang. Et le deuxième chiffre qu'on trouve, qui est en général moins de 90, c'est la pression quand le cœur, en fait, il y a moins de sang à l'intérieur, donc il est moins contracté. Donc voilà. Donc prenons soin de nos cœurs, si j'ai bien compris. Et du coup, Moumi, encore il y a plein de questions. Du coup, on va essayer d'y répondre autant que possible. Et quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, il y en a énormément. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me citer comme facteur de risque, vous, Ibrahima, à votre avis, ou Madame Magassa? Oui, dites-moi. Peut-être de l'obésité. Oui, un point. L'obésité. Je sais pas, trop de sel. Oui, quand on rajoute, hein, voilà. Il y a à manger et on rajoute du sel, on dit non. Voilà. Madame? Les aliments gras. Ouais, j'aurais dit tout ce qui est autour de l'alimentation, après lié avec les maladies en général, donc combiné au diabète. Après ça, c'est plus pour un certain âge en général. Oui. Après, comme vous avez cité, grossesse, je crois qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour, oui. C'est bien ça. Donc, l'apport en sel élevé, le tabagisme, quand on fume. C'est ce que j'allais poser comme question parce que je viens de fumer tout ça. Alors peut-être que ça peut m'encourager à arrêter. Faudrait diminuer. Fumer, c'est dangereux pour la santé. Ouais. Le surpoids, le manque d'activité physique. Par exemple, on pourrait sortir une station avant votre station à laquelle vous arrivez, prendre les escaliers. Voilà, se bouger. En fait, les médecins, ils demandent en fait de faire une activité physique au moins 2 heures par semaine où c'est intense. C'est ce qu'ils demandent, ou même 1 heure. 1 heure. Les personnes âgées, parfois, on leur demande d'avoir un chien. Comme ça, avec le chien, elles sortent. Alors, l'activité physique, bon, à ce moment, c'est pas pour moi. Mais aller faire du sport, c'est bien pour la santé. Bien pour la santé. Et dernier élément, l'alcool. Bon, je sais que on ne peut pas proscrire, mais il faudrait avoir 2 verres, 2 à 3 verres en tant qu'homme et femme. Et surtout, le stress. Voilà. Il faut limiter le stress. Alors, malheureusement, dans notre pays, on est hyper stressé, il faut lâcher prise et temporiser. Et c'est quoi les effets? Les effets, en fait, c'est que vous avez la pression qui est élevée. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va amener d'autres maladies. Vous allez avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une crise cardiaque. Vous pouvez avoir un AVC. Au niveau du cerveau, vous avez à un moment donné une artère qui est bouchée. Donc c'est bon. Ou sinon, vous pouvez avoir une artère où il y a le sang qui coule, qui ne va plus dans l'artère, mais qui va à côté. Et encore, dernière question, parce que nous avons pris beaucoup de temps. Et quels sont les traitements? Y a-t-il des traitements? Les traitements, en fait, vous avez les antihypertenseurs. Bon, il y a plein de maladies, mais la maladie en général, il y a plein de, il y a plein de thérapeutiques, mais en général, c'est les diurétiques, voilà, les inhibiteurs calciques. Mais après ça, c'est tout un charabia, mais c'est les hypertenseurs. Et en général, on demande aux gens de diminuer au niveau du sel, ou même peut-être de mettre du faux sel. Dans nos nourritures, de ne pas cuire l'huile de colza, de ne pas faire de friture à l'huile de colza, l'utiliser surtout pour les sauces. Et essayer aussi le jumbo, là, ce qu'on rajoute là, comment ils appellent ça là? Les cubes magie. Essayer de créer soi-même son cube magie plutôt que de prendre l'industriel. Voilà, essayer. Parce que dans le cube magie, il y a quand même des choses qu'on rajoute qui, malheureusement, nous, en tant qu'Africains, qui permettent d'augmenter l'arrivée de l'hypertension artérielle, malheureusement. En tout cas. Et bon, de toute façon, je pense que c'est une maladie qui concerne tout le monde et pas que les Africains. Donc, voilà. Prenez soin de votre santé, c'est important. Et pour vous et pour vos proches,
surtout. Et merci Moumi et pour ces chroniques voilà, tout santé. Donc la prochaine fois, vous allez revenir. Je ne sais pas avec quel sujet, mais en tout cas, ça sera toujours avec un plaisir et c'est très important de parler de santé et ça nous permet de faire le point et ça vous permet vous aussi d'apprendre certaines choses. Et du coup, je me retourne vers nos invités. Abibata, parce que Magassa, donc je sais que dans votre association, vous nous avez parlé de tout ce qui est l'accompagnement et certaines activités comme la couture ou en tout cas fabrication de masques, etc. Et est-ce que vous faites aussi dans la santé? Parce que je sais que bon, dans les quartiers, souvent il y a beaucoup de gens. Et même si on est en France, on a beaucoup d'aide en termes de santé, mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas les documents nécessaires afin de pouvoir se soigner comme il faut et surtout à un coût acceptable. Donc moi sur la santé, moi ce que j'ai fait... Le micro s'il vous plaît. Sur la santé, ce que j'ai fait moi c'est l'accompagnement vers les médecins, sécurité sociale comme vous venez de dire pour les gens qui n'ont par exemple la CMU, de leur faire télécharger tout ce qui est documents, attestations, de remplir avec eux et de les accompagner. Et on trouve aussi quelques retraités qui sont désorientés, qui ont du mal à monter leur dossier. Voilà, qui viennent aussi à l'association, qu'on télécharge des dossiers et puis on les remplit, je les accompagne aussi. Alors ça, c'est le dossier. Encore, aussi plus encore, on fait des préventions sur les marchés. Quand il y aura Octobre Rose, sur la prévention de la cancer du sein, sur le cancer du sein, on fait des préventions sur les marchés avec des intervenants, des docteurs qui sont là pour nous expliquer au moment de faire la prévention, au moment de le faire aussi le dépistage, c'est à partir de quel âge qu'il faut le faire, et aussi sur le col de l'utérus. Voilà, tout ça, on fait la prévention tant ou autre sur les marchés. Et de faire aussi la sensibilisation sur, comment on appelle ça plus encore, à part sur le sein, on fait aussi sur l'excision. Voilà, l'excision aussi, on fait avec les parents, on les appelle, on fait des réunions qu'on appelle café des parents, comme on avait dit. Ça, c'est dans les écoles. Mais si on vient à l'association, on appelle ça groupe de parole. Voilà, on fait des groupes de parole. Et Mme Niakate, donc, parce que là, comme Mme Magassa vient de dire, dans les associations, ils font de la prévention. Et vous, à votre niveau, vous avez dit que vous travaillez, vous êtes en collaboration avec un médecin référent. Et qu'est-ce que vous avez mis en place aussi en termes de sensibilisation? Parce qu'avant c'est bien de construire, je ne dis pas que c'est mauvais, mais avant de construire, déjà, pour les choses qui sont... Parce que les maladies, ils n'attendent pas en fait que vous construisez votre centre de santé pour se manifester. Donc en attendant, qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation ou en termes d'aide aux soins? Alors, nous, on agit plus en termes d'aide, vu que pour l'instant, on n'est pas tellement encore bien implanté dans le pays pour pouvoir faire réellement de la prévention. Après, on peut faire de la prévention via nos réseaux sociaux, comme le cas d'une maman lors de notre voyage humanitaire qui, du coup, on se retrouvait trimballé d'hôpital en hôpital. Excusez-moi de vous couper, on me signale qu'on ne vous voit pas assez bien. Donc voilà, on a plusieurs caméras sur le plateau, mais voilà. Bon. Oui. Donc je disais, on reprend le cas d'une maman qu'on a pu suivre pendant notre voyage humanitaire qui se retrouvait trimballée d'hôpitaux en hôpitaux sans réellement concrètement savoir ce qu'elle a. Donc notre association a pris les choses en main. On lui a permis du coup de rencontrer notre médecin référent, de se faire diagnostiquer, de savoir concrètement ce qu'elle avait. Donc on a pu découvrir que du coup elle avait des tumeurs. Donc il se trouve que c'était la fin. Donc on a pu en quelque sorte permettre à la famille de comprendre ce qui se passait réellement, de savoir les choses, parce que les médecins avant ça ils ne voulaient pas en parler à la famille. Donc on leur a permis de savoir ce que leur maman a exactement. Et suite à ça, on a décidé de faire une levée de fonds. Parce que du coup, le médecin nous expliquait que ça ne servait à rien de la garder hospitalisée. C'était mieux qu'elle retourne auprès des siens. Donc si vous voulez, avec cette récolte de fonds, on lui a permis de ne manquer de rien jusqu'à la fin. Donc elle est décédée juste après notre retour en France. Et donc pour la continuité de ça, on a mis en place, donc on permet aux
personnes qui sont ici ou au pays, de pouvoir faire soigner leurs membres de famille chez notre docteur référent. Donc en général, quand ils vont là-bas, il fait un bilan complet avec tout, mais vraiment tout. Donc c'est-à-dire que ce soit les analyses, s'il y a besoin d'hospitalisation, etc. Tous les soins, que ce soit même médicamenteux. Et une fois que tout ça est fait, il leur permet de rentrer chez eux et de ne plus avoir à retourner chez le médecin surtout. Donc c'est pris en charge par votre association ou c'est le médecin qui fait ça gratuitement et bénévolement? Parce que c'est un coût quand même de soigner et surtout le côté médicamenteux. Disons que le médecin, en fait, il nous permet de réduire en quelque sorte le coût et d'éviter aux familles de se présenter chez plusieurs médecins et du coup d'être facturées plusieurs fois. Donc ces familles-là, en fait, l'avantage c'est que elles sont soignées chez notre médecin, donc c'est vrai qu'il y a un coût, mais il reste quand même assez réduit par rapport aux autres médecins des alentours qui, vous allez faire le médecin dans le quartier de ACI Golf, ensuite vous allez devoir aller dans l'autre clinique là-bas. En fait, ça évite tous ces déplacements et d'avoir un diagnostic concret en une seule fois. Mais juste avant de donner la parole à Adama Seck, parce que je sais qu'il y a un sujet qui l'intéresse plus particulièrement, mais en attendant, et là en fait, parce que vous avez dit d'aller chez plusieurs médecins, mais il y a aussi tout ce qui est médecine traditionnelle ou avec des médicaments dits traditionnels. Quand je dis traditionnel, pas forcément celui du marabout, mais par exemple l'artémisia ou le moringa, etc. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers ce genre de médecine aussi? Alors du coup, c'est prévu. Donc ça aussi, on ne compte pas que sur l'industrie pharmaceutique de la France, bien évidemment. Donc on a comme vous avez dit, on a de la médecine traditionnelle au pays qui nous permet de soigner pas mal de choses. Après, c'est par manque de connaissances, c'est pas tout le monde qui connaît. Et si on peut permettre à cette médecine traditionnelle d'être exploitée sans la faire disparaître, ce serait un plus. En tout cas, moi je sais que nous, on prône la médecine traditionnelle, mais on garde quand même l'autre côté de l'industrie pharmaceutique. Adama, Madame Magassa Diallo a dit tout à l'heure comme quoi ils interviennent aussi dans tout ce qui est la sensibilisation et notamment l'excision. Je sais que c'est quelque chose qui touche, sans pour autant faire un exposé, bien sûr. Je ne sais pas comment tu as lu dans ma tête. Voilà, on se connaît. C'est une question qui n'allait pas m'échapper, effectivement. Parce que toi, tu travailles, mais toi, tu travailles plus vers l'Afrique et vers les gens qui... en fait, je ne sais pas comment dire ça. Parce que j'ai l'impression que là, en fait... les femmes de tout univers, au fait, pour te dire. Voilà, que ce soit ici ou au pays. Toutes les violences qui touchent les femmes sont mes combats exceptionnels. Voilà, donc... vous venez de dire que vous faites des réunions de sensibilisation de temps en temps. Voilà, donc vous avez touché la partie violence faite aux femmes, c'est comme ça que je peux le dire. Même que ça peut choquer des oreilles, mais quand on parle d'excision, pour moi, c'est une violence. Ma question est que, est-ce que vous êtes vraiment très informé sur le sujet? Et si jamais vous trouvez des filles violentées, est-ce qu'il y a suite à ça? C'est-à-dire, est-ce que vous allez les accompagner, par exemple, dans des... sur les parcours administratifs? Voilà, c'est des femmes ou des filles qui cherchent à se réparer. Voilà, et qu'est-ce que vous mettez en place comme dispositif pour éviter ces excisions en France? Alors nous, dans les sensibilisations, qu'est-ce que nous faisons? On fait un diapo. Voilà, dans ce diapo, on fait tourner des films qui sont ce qu'on a vu, qui se parlent aussi, que les gens ont vécu. Voilà, un diapo, on regarde ensemble. Donc c'est comme là, un genre de petit cinéma, on regarde ensemble les interventions, les gens qui ont vécu, tout ça. Donc pour les orienter, on a une association exprès pour ça, qu'on les oriente vers là-bas. Après, la suite est gérée par cette association.
C'est ça. Voilà, pour les accompagnements, pour les gens qui veulent une réparation, comme vous venez de dire tout de suite, ou bien nos parts qu'ils ont vécu, qu'ils ont eu des séquelles. Les séquelles, comme vous le savez vous-même, il y a vraiment des séquelles derrière. Donc ces gens-là sont accompagnés par cette association avec des professionnels. Normalement, ma question ne sera pas très longue cette fois aussi. Donc si vous parlez de violence, vous n'allez pas vous limiter qu'à l'excision. Donc, ça va vous ramener dans d'autres situations comme les mariages forcés et tout ça là. Est-ce que ça fait partie de votre programme de sensibilisation?